Bonjour papa Riyad. Bonjour papa Habib. Tu es Comment papa aussi? vas-tu aujourd'hui? Comment? Tu es papa aussi? Ah bah oui, c'est la raison pour laquelle, nous sommes, aujourd'hui ensemble en train d'enregistrer un bel épisode entre papa Ab et papa Riyad. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Oui. En forme? Bon mardi, on a un petit ciel bleu, ici et maintenant tout va bien. Ah, petit ciel bleu, j'ai vu une vidéo de quelqu'un un Égyptien qui était en train de faire un commentaire sur le soleil et le froid au Canada. J'ai vu ça hier, donc c'est pour ça que je te le partage. Lui, il OK. est sorti, il filmait ça. Je dis: «Vous voyez le soleil?» Je dis: «Oui, oui, c'est le vous voyez le soleil?» Bah, ça, c'est le soleil, c'est comme l'ampoule dans le frigo. Tu l'ouvres, tu le vois, mais elle réchauffe rien du tout. On a été avec le vent froid et tout, donc c'était un petit peu la petite blague du jour que j'ai aimé. Comment: il faut le quitter le Canada quand il fait trop froid. Mais en tout Ouais. cas, moi, j'apprécie. Alors, papa Riyad, nous sommes là aujourd'hui pour découvrir, le papa que tu es. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de ta famille? Oh, de moi et ma famille. Qu'est-ce que tu entends par ma famille? Bah, toi, papa, maman, enfant. OK, C'est pas les grands-parents, les cousins et tout là, OK. tout le pays. Non, mais me parler de moi et de ma famille, français d'origine algérienne avec, une maman, moitié bretonne, moitié, algérienne kabyle, un papa, 100 kabyle, chez nous, on est 3 frères en tout. Moi, je suis l'enfant du milieu, grandi à Paris, région parisienne. Pour ce qui est de ma famille à moi direct avec un petit garçon de 8 ans, qui s'appelle Iliad et donc ma famille, représente, mon fils, moi et la mère de mon fils, bien évidemment, parce que je l'ai pas fait tout seul cet enfant, avec qui je ne suis plus depuis maintenant 4-5 ans. Donc père monoparental, montréalais d'adoption et citoyen du monde. Bah, j'ai appris récemment qu'on avait un point commun, c'est que tu as un côté breton toi aussi, donc tu as fait un passage breton, c'est ça? Exactement. Toi aussi? Bah, ouais, j'ai fait mes études en fait, partie de mes études là-bas aussi. C'était à D'accord. Beaulieu. Rennes, c'était en fait, la ville étudiante dans laquelle j'ai étudié, mais c'était le coin de Vannes, tu vois? Enfin, j'ai failli être, au fin fond à Brest, là, dans une université où j'étais admis à Brest, mais je me dis: «Oh, c'est à l'autre bout du monde ce truc-là». C'est Oui, 5-6 heures de train, c'est pas oui, j'avoue. Oui, oui. Bah, on buvra un cidre, qui s'appelle Kérissac bientôt à ce qui paraît. Mais ouais, oui, ouais. du côté de ma maman, de ma grand-mère maternelle, en effet, il y a un petit côté breton. Et ma grand-mère maternelle s'était mariée avec un kabyle, un français kabyle. Mais c'est quoi que je veux dire? Puis ma mère se définit comme moitié crêpe, moitié semoule. Moitié crê ah génial ça. Moitié Sûrement. crêpe, moitié semoule. Ça Mais donne moi j'aime bien ces mélanges de cultures, ça, le mélange de cultures, culinaires aussi, donc ça c'est complètement. Imagine le repas, un bon couscous en plat principal et puis des bonnes crêpes sucrées en dessert. ah Ça donne un bon équilibre pour la digestion. et tu mets du sirop d'érable maintenant par-dessus? Ouais, c'est ça. Ça fait Exact. J'y ai pas pensé, mais oui. Dis-moi mon cher, papa Riyad, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu papa? Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis devenu papa? Bah, tout, qu'on le veuille ou non, mon quotidien, mes nuits, ma vision, c'est sûr qu'il y a autre chose aussi qui, moi, ça me ramène à mes parents également, à tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. C'est comme il y a un peu une espèce d'empathie et de se dire: «Oh!» c'est comme OK, ils ont fait tout ça pour moi, ces gens-là. Il y a un peu ce rapport-là. Maintenant, c'est sûr que les priorités changent, le sommeil change, on n'est plus, puis une des grosses notions, c'est surtout, je suis plus à penser que pour moi. C'est constamment, dans mon quotidien, moi, je suis en garde partagée, ne serait-ce qu'un petit exemple, des fois quand je l'ai pas, bah, c'est comme s'il était là des fois, c'est-à-dire dans le sens où je j'ai comme le flash de: «Oh!» c'est comme: «Est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il est là ou je vais aller vérifier?» mais non, c'est comme il est pas avec moi, il est chez la maman aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est une genre de présence en continu qui est autre que juste ma personne. Je dirais que vraiment
l'un des gros trucs. Après, c'est sûr qu'il y a tout ce qui va avec, l'aspect responsabilité, l'aspect prendre soin d'un autre être humain, et puis d'écouter ses besoins, d'écouter l'autre, avec un grand A. Est-ce que tu as un souvenir marquant du jour de la naissance de ton enfant? Un souvenir marquant. Oui. Ouais, tu rigoles, tu sais que ça va être drôle. Je, je me rappelle d'une anecdote où je pense 8 mois avant, j'étais j'étais en famille voir mon frère qui venait d'avoir un enfant. Et puis, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il me disait, ah bah tiens, entraîne-toi, change-lui la couche. Mon grand frère me dit ça pour la blague. Je dis non, 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 laisse-moi tranquille. C'est pas mon tour encore. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour J, je me suis rappelé ça dans le sens où la, mon fils venait de naître, et puis au bout de quelques heures, je sais pas, l'infirmière qui vient, et puis qui me dit papa, là, faut changer la couche. Et puis je la regarde, j'avais jamais changé de couche de ma vie. Et donc, elle me tend la couche, le bébé est dans le landau à côté de la maman, puis la maman, bon, qui est un peu fatiguée après, on s'entend que c'est pas elle qui va changer la couche à ce moment-là. Et puis, je lui dis, ben, madame, j'ai jamais changé de couche de ma vie. Et puis, elle me tend la couche, elle me dit, écoute, il n'y a pas de manuel, tiens, débrouille-toi. C'est comme un des souvenirs marquants. Ça a été comme dans le sens où c'est comme là, je suis dans le concret. C'est comme là, je suis dans, il n'y a pas de manuel, et puis il va falloir apprendre par soi-même. Et puis, c'est comme, je trouvais que c'était un truc drôle de, comme, d'être confronté sur le fait là de, tenez monsieur, c'est à vous de jouer maintenant, c'est vous le papa. Ouais, c'est le même moment que j'ai aussi, là, je l'avais raconté à un des papas aussi, c'est comment le premier changement, toi, elle t'a donné la couche, moi, elle m'a montré comment faire. Puis quand elle me montrait, elle prenait mon fils, toi, j'ai l'impression d'une poupée qui partait dans tous les sens. Et moi, tu portais tellement avec douceur, attention, c'est fragile, mais en réalité, c'est tellement flexible. Mais c'est vrai, c'est le rôle de papa, un peu comme tu viens de le dire, c'est qu'il n'y a pas de manuel pour ça. Et comme tu le sais très bien, j'accompagne des entrepreneurs aussi, et on a l'impression qu'il faut aller dans une école pour apprendre l'entrepreneuriat, puis on sort entrepreneur, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est un peu comme être papa, être parent. On apprend sur le tas. Sauf que ce qu'il y a autour de nous, c'est des apprentissages, des guides de conseils, des livres, peu importe, mais comme des instructions qui nous donnent des outils peut-être à comment faire, mais le reste, être papa, bah, tu vas l'apprendre sur le tas, tu vas découvrir des choses sur toi. J'ai des questions qui vont aller dans le sens de la découverte du papa que peut-être tu l'étais sans l'être et tu le découvres. Puis on va voir comment ça a évolué pour toi avec le temps. Non, mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Moi, je me souviens d'une phrase en éducation qui dit comme un enfant, il apprend en se brûlant, dans le sens où si c'est pas que le feu ça brûle, bah, il va devoir se brûler pour comprendre que le feu ça brûle. Donc, je veux dire, c'est qu'il a fallu que je change une couche par moi-même pour comprendre comment ça fonctionne. C'est comme, mais je suis très dans l'esprit Puis moi, je viens un peu du milieu de l'éducation populaire, l'animation, de jeunes enfants, ce camp de jour, centre de loisirs en France. Là. Donc, il y a le côté, ok, je suis dans le concret de, là, c'est moi qui dois vivre de apprendre par moi-même. C'est comme, et de faire, surtout. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? Un truc que j'aurais aimé vraiment intégrer un peu plus, bah, de toute façon, c'est pas évident. J'aime pas l'idée de revenir en arrière et etc. Mais c'est la notion de finalement, je pense qu'on n'est jamais prêt à l'être. Dans le sens où je sais pas si c'est très masculin ou versus féminin, ou, enfin femme, homme. Mais en tout cas, moi, en tant qu'homme, j'aurais aimé me dire, hey, mais en fait, si tu attends de le cérébraliser ou de faire le choix d'être papa ou d'avoir un enfant, c'est comme, en fait, il viendra jamais. Dans le sens où, se dire, c'est quelque chose qui vient à nous, et puis, de comme, dans la notion de, puis c'est un peu comme dans la vie, hein. C'est comme dans le sens, je pense qu'on se rend compte qu'on est prêt à quelque chose quand on y est confronté. En tout cas, moi, je sais que mon cerveau fonctionne un peu comme ça. Je sais pas si c'est pareil pour toi ou pas, là, mais cette notion-là, de finalement, on n'est jamais prêt à l'être. Ça me fait penser à un truc que je t'ai toujours dit quand tu voulais acheter un nouveau téléphone.
et que tu dis, OK, je vais attendre comme d'être prêt d'acheter la dernière version. Sauf que à chaque fois, si tu attends, t'achètes jamais la dernière version parce que la dernière version n'est jamais la dernière version. Ouais. À un moment donné, il faut que tu te lances. Bah, achète-le, puis tu verras après. C'est un peu comme ça aussi que je vois. C'est le nombre de fois où tu essayes d'anticiper des choses. Est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que je suis prêt? Mais comment tu peux savoir si tu es prêt si tu n'es pas dedans? Mmh. Mmh. Si tu n'es pas dans le contexte, si tu ne le vis pas? Et parce que Mmh. je pense qu'on essaye de chercher peut-être une perfection du rôle ou de ce qu'on veut faire. C'est comme tous les projets, il n'y a pas un projet que tu as démarré et que c'était la version finale tout de suite. Tu Mmh. lances un projet, puis tu vois comment ça va se passer, puis tu vois comment ça évolue. Ben, moi, c'est comme ça que je vois aussi mon rôle. J'ai des enfants, un enfant de 20 ans, j'apprends encore parce que lui, il évolue et moi, j'évolue, puis on évolue ensemble. Donc, mon rôle shift par rapport à l'âge, par rapport à mes responsabilités. Je vois que je prends pas autant de risques que je prenais quand j'étais tout seul parce que j'ai des responsabilités qui sont là. J'ai d'autres choses qui occupent mon esprit par rapport à ma famille. Tu vois, et ça, Mmh. c'est des choses qui viennent me chercher moi aussi, personnellement, dans ma façon d'être avant. Mmh. Non, bien sûr, j'ai un peu du mal avec la comparaison, téléphone dernier cri et enfant, mais tout va bien. Je Bah, t'embête, je t'embête, moi, je t'embête. J'ai compris, je t'embête. oui, oui, je sais. Putain. Bah, en fait, ça dépend si ton enfant ressemble à un téléphone. Mon fils, par exemple, quand il a vu le téléphone, c'était Mmh. mon 3GS que j'avais, l'iPhone 3GS. Il m'a dit, quand je vais être grand, c'est ce téléphone-là que je vais prendre. Je l'ai toujours, hein. Mais OK. là, il y a un moment, je lui ai dit, tu veux toujours mon téléphone? Il dit, non, non, non. C'est ça, je suis bien avec mon il est bien avec son iPhone 12 finalement, tout va Ah, bien. bah, c'est bon. Même pas, il a son truc de 24, là, qui est le dernier. Bien sûr. Non, mais je comprends ce que tu veux dire sans blague et puis moi je suis totalement d'accord avec enfin je partage ton idée dans le sens de que ça soit un projet, un achat, une démarche administrative, c'est comme c'est sûr que de temps en temps, je peux fonctionner comme ça aussi de OK, je vais attendre le bon moment. OK, je vais attendre d'être de bonne humeur ou je vais attendre d'être je vais pas avoir l'argent pour ou choses comme ça. Puis c'est sûr qu'il m'évoquait le côté procrastination. Des fois, on peut être bon pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi là. C'est comme, mais on va pas procrastiner avec des enfants, c'est pas possible. Tu peux pas. Avec les ados, peut-être. Ouais, c'est ça, exact, exact, exact. Est-ce que, Riyad, tu arrives à équilibrer ta vie professionnelle et ta vie de papa et ton rôle de papa? Oui, j'y arrive assez bien. Maintenant, c'est sûr que euh, des fois, je me demande, genre, des fois, je me demande si, enfin, des fois, je me dis c'est tough, dans le sens où moi, ça va, je suis travailleur autonome, je gère mon temps, mais des fois, je me demande ceux qui ont vraiment un gros job, quand je dis un gros job, avec des grosses obligations, puis des grosses horaires, ou tu sais, comme se faire du tous les jours, du 9h-17h ou 9h-18h, euh, c'est que tout s'enchaîne back à back, dans le sens où, je sais pas moi, tu l'as à peine déposé à l'école à 8h35 et puis à 9h00, tu as un Zoom là, avec à gérer une présentation devant 10 personnes ou choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que donc, je m'estime être assez chanceux d'avoir ce rôle un peu, enfin, de ma configuration de travailleur autonome et puis de gérer mon temps, puis je sais pas, caler mes premiers rendez-vous quand je peux, autant que c'est possible, un peu décaler pour me laisser le temps, parce que moi, il y a une grosse part comment dire, depuis 10 ans, je suis travailleur autonome et je gère mon temps. Donc, des fois, je te dirais que c'est plus le côté de conciliation travail-famille. Mais quand je dis conciliation travail-famille, c'est OK, c'est mon bonheur, mon bien-être, que ça soit prendre du temps pour faire du sport ou prendre du temps pour des choses de plaisir, de loisirs. Autre, je dirais que des fois, c'est un peu ça la difficulté entre gérer les courses, le ménage, le linge, c'est comme tout le setup qu'il y a à faire avant que l'enfant arrive, en même temps qu'une journée de travail. Par moment, on va se le dire, c'est tough. Par moment. Mais c'est là où ça rentre la notion dévouement, d'amour inconditionnel. C'est quand même dans le sens, je pense que voilà, enfin, pour moi, cette notion-là est importante, d'amour inconditionnel, dans le sens où, OK, quoi qu'il arrive, on va le faire, en fait. C'est que quoi qu'il arrive, mon frigo, il faut qu'il soit rempli. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il ait à manger, enfin, il faut qu'il mange sain, quoi qu'il arrive. Donc, il faut que j'ai les choses. Euh, donc, finalement, je me dis qu'on est capable.
j'ai lu un truc récemment sur le fait de comment on a changé, évolué en tant que parents. Et que à l'époque, le souci ou ce qui occupait l'esprit des parents, c'est je te donne à manger, c'est bien, tu vois, comme t'es vivant, puis c'était comme le gros truc. Là, aujourd'hui, c'est que est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce que c'est... Et en fait, t'as un paquet de trucs auxquels tu dois penser en tant que parent. Mhm. Et en tant que papa, il y a des choses peut-être que nous, on n'exprime pas ouvertement, mais on les vit quand même. Donc, merci de montrer aussi la certaine réalité. C'est pas de montrer juste, ah oui, c'est génial, j'arrive à faire deux, trois trucs, mais c'est des moments quand même qui nécessitent beaucoup d'énergie, puis qui nécessitent beaucoup de gestion de temps aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis un truc que tu as dit me fait penser à le lien par rapport aux anciennes générations ou des anciens parents où ils se souciaient de ok, les besoins de base. C'est comme dans le sens où ça va avec l'évolution du monde, dans le sens où ça m'évoque la pyramide de Maslow et puis Oui, la première qui est comme les besoins physiologiques. C'est sûr que notre temps évolue dans le sens, on grimpe tranquillement dans l'échelle de la pyramide de Maslow, dans le sens où le besoin d'appartenance devient plus important, le besoin, je sais pas moi, d'épanouissement, etc. J'ai comme l'impression qu'on on est comme on a gravi quelques échelles dans cette pyramide et puis dans l'autre rôle de parents. Parce que c'est sûr qu'à l'époque, il y avait un certain dévouement de. Moi, je me souviens de mes parents où pendant longtemps, il y a eu beaucoup de. J'aime pas trop ce mot-là, sacrifice, mais il y a eu pendant des années certains sacrifices. Je m'en rappelle, puis j'ai des images en tête de sacrifier leur bien-être, puis de pas aller au-delà de la pyramide. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. oui. Comment tu travailles avec on va dire, la maman pour équilibrer un peu les moments avec ton fils et puis les moments personnels que tu as? Est-ce que vous arrivez quand même à gérer malgré les moments de partage ou autres? Ça se passe bien avec Ouais, ça? ouais, tout va bien. On n'est pas en conflit. On n'a pas dépensé des sommes à 5 chiffres dans des avocats pour la médiation. On ne s'est pas battu pour la séparation des biens. J'ai de la chance. On entend tous des, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est comme on entend des histoires d'horreur à ce niveau-là. Et puis moi, je m'estime chanceux. Euh, notre- une des choses qu'on s'est dites et puis qu'on garde en leitmotiv, c'est que oui, même si notre relation est terminée, notre relation à nous comment dire, relation de couple, Du coup, c'est que de toujours garder en tête et puis d'avoir en haut, c'est quand même ok, on s'entend bien pour le petit, c'est le bien-être du petit avant tout. Donc c'est un genre de comment dire, c'est un genre de gage qui nous permet de, enfin en tout cas moi c'est une notion que j'ai toujours en tête, que quoi qu'il arrive, c'est le bien-être du petit avant tout. Donc c'est que ce que je veux dire par là, c'est que dans nos échanges, euh, cette notion-là va toujours être présente dans le sens de, ok, c'est que ça soit la logistique, que ça soit, je sais pas, les inscriptions au camp de jour, ou que ça soit des rendez-vous médicaux, etc. C'est que à ce moment-là, on s'oublie nous et puis on s'oublie. C'est ça aussi être parent, c'est aussi un peu s'oublier là par moment. Euh, euh, donc, euh, donc non, non, là-dessus, je m'estime être chanceux, on va dire. Et puis oui, maintenant notre garde partagée est faite en sorte que au X jours, bah, comme je l'ai laissé ce matin à l'école, ce soir il va chez la maman, et puis moi je le récupère vendredi. Donc c'est sûr que donc ce que je veux dire, c'est que j'ai un 2-3 jours où là je peux penser qu'à moi, ok. je peux penser à mon bien-être ou à mes choses de travail ou faire des choses que j'ai pas le temps de faire. Euh, je dirais que la garde partagée aide beaucoup là-dessus. Et je pense même qu'elle aide même plus que si on était en couple encore ensemble comme ça permet d'avoir du vrai off sans scrupule. Parce que des fois, je sais pas, mais des parents qui sont ensemble, je sais pas, peut-être toi, tu vas peut-être pouvoir me partager ta réalité, mais c'est d'être capable de dire, hey, regarde, là, j'ai besoin de 2 jours off. Puis je me souviens d'à l'époque, ça aurait été quelque chose d'insensé de demander ça à la maman. Là. Quand je dis d'insensé, non, mais d'être dans ce genre de comparaison. Mais moi aussi, je veux un off, mais moi aussi, j'ai besoin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais en fait, il y a la séparation. Tu n'es pas le seul dans ce cas de garde partagée, ou puis dire, bah, il y a quand même peut-être du positif dans cette séparation qu'on peut regarder peut-être pour soi.
Mais tu vois, nous, en tant que couple famille, c'est que moi, j'avais un travail où j'avais des déplacements aussi à faire. Donc, indirectement, les déplacements étaient aussi des moments où tu peux être aussi, comme pour toi, même s'il y a le professionnel ici, tu as comme un moment, tu as une nuit d'hôtel quelque part, tu peux souffler un peu ou changer. D'ailleurs, j'arrive jamais à dormir dans un hôtel quand je mais en tout cas, mais tu vois, il y a quand même une décision qui a été prise au début aussi avec la maman, c'est dire, bah, moi, je veux être avec les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a dit, OK, je vais pas travailler, moi, je veux être là pour éduquer mes enfants, être présent. Donc, d'un côté, il y avait comme les enfants avaient une présence avec quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui les emmène à l'école, qui revient, qui les ramène, qui aussi s'occupe des courses, de tous ces aspects-là. Mais c'est Mmh. un choix qui était fait conjointement. C'est pas dire, bah, je suis femme au foyer. C'est un choix, j'ai envie d'être avec mes enfants, de les voir grandir. Puis ça, c'est un côté où récemment, on s'est dit tous les deux, bah, elle me dit, moi, je me suis occupé d'eux quand ils étaient, en fait, j'étais présente quand ils étaient là petits. Et toi, tu es présent maintenant qu'ils ont d'autres types de besoins. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait à l'école, les inscriptions, des cours de maths, cours de sciences à expliquer, des trucs comme ça, ou comme moi, j'ai repris un autre type de relais. Un peu comme toi, le fait aussi de travailler à mon compte, j'arrive beaucoup plus à m'organiser aujourd'hui avec eux, avec d'autres types de besoins. Papa, tu peux venir me chercher? Papa taxi qui dit, OK, Mmh. je finis avec Ryan et je viens te récupérer. Donc, mes journées sont devenues comme ça, que je OK. trouve pour moi sont équilibrées entre le temps que je passe pour moi, pour eux, les voir grandir aussi en même temps. Donc, puis il reste juste que je me trouve du temps pour que j'aille au gym pour ma santé plus physique. C'est peut-être le point le faible que j'ai encore à le caser quelque part, ce truc-là. Mmh mh, Donc, mmh. Rappelle-moi, ils ont quel âge tes enfants, toi? 16 ans et 20 ans. OK, c'est bon. Donc ça va être bientôt 17, bientôt 21, là, ça grandit vite. Ça grandit Bien vite. bientôt, tu feras les conseils de grand-papa, peut-être? Ah bah, mais écoute, les conseils, en fait, les conseils de papa, il y a comme au-dessus, c'est comme 1001 conseils. Et je me suis dit, pour atteindre les 1001 conseils, parce que moi j'ai écrit 101 conseils et plus, mais je me suis dit, je vais les atteindre avec les conseils de papa, les conseils de maman, les grands-papas et autres. Et puis c'est assez marrant parce que quand je parle de conseils de papa, les gens associent le mot papa à des petits-enfants. Je dis, bah oui, mais t'es quand même papa. Moi, j'ai un papa aussi, Ah, OK, qui OK. m'a donné un conseil à 47 ans du frein à main de, de ma voiture. Et je lui ai dit, c'est quand tu dis papa, t'es papa un jour, t'es papa toujours. C'est pas Bien sûr, papa parce que tu as des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. c'est pour ça que j'essaye de dire, mais je veux aussi discuter avec des papas qui eux aussi sont devenus des grands-papas, mais pour eux, comme il n'y a plus de papa, il y a que grand-papa maintenant, il y a comme une déconnexion. C'est assez curieux d'aller chercher un peu derrière ça. Non, mais comme m'ont toujours dit mes parents, puis mon père, enfin mes parents en général, c'est comme c'est une chose qu'ils m'ont toujours dite, c'est que ils sont parents à vie. C'est comme dans le Oui, sens où ça, c'est une notion qu'ils m'ont souvent rappelé, dans le sens où vous resterez nos enfants et nos petits bébés entre guillemets. Et puis j'imagine bien que même à 40 ans et puis au bout du monde, parce que mes parents sont comme en France, ils doivent constamment penser à moi, j'imagine. C'est ça aussi, ce qui a changé dans mon rôle de papa que je disais au début, c'est de maintenant de penser à eux, puis de se dire que je suis certain que chaque jour, enfin chaque jour, ils m'ont en tête, quoi qu'il arrive. Juste de faire cette transposition là, c'est quand même oh, c'est quand même ok, c'est ça être parent. Enfin, donc oui. Puis pour faire du pouce sur les conseils de papa ou grand-papa, moi c'est un truc que j'aimerais faire un peu avant que mon père vieillisse. Et puis c'est quand même bon voilà, c'est quand même un certain âge, ils sont pas vieux mais ils sont pas éternels. Euh, c'est de réécrire ou retranscrire un peu tous ces conseils de papa qu'il a pu nous donner, un peu comme son manuel de papa. C'est un truc que je m'engage à faire bientôt ça. Ouais. Ah, c'est enregistré, c'est enregistré. Ouais, si je le nomme pour comme regarde, auto-challenge. Tu sais, moi, je fonctionne en auto-challenge, hein. Je suis un peu je suis un compétiteur. Tu peux l'envoyer l'épisode après, tu dis écoute, j'ai écrit ça, et puis on a essayé avec la grand-mère, elle avait beaucoup d'histoires à nous raconter, puis à un moment donné, on lui a dit il faut enregistrer toutes ces histoires-là parce que Ouais.
c'est important. On lui a offert un enregistreur, tu vois, le pauvre. Elle avait du mal parce que comme ça sortait tellement naturellement, mais le fait de s'asseoir et parler devant un enregistreur, c'était pas comme naturel comme chose. Je pense c'est que si toi, tel que tu le vois, ça peut être intéressant de recueillir Ouais, sans qu'il fasse des enregistrements. C'est toi l'enregistreur en fait avec ça. exactement. Ouais, Ça doit complètement. être génial. Ouais, ouais, complètement. Bah, du coup, j'ai une question là, comme tu veux faire le manuel qui me vient grâce à ça. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de ton papa, hein, que tu appliques aujourd'hui? Je vais y aller spontané et le premier truc qui me vient et qui me revient souvent en tête, mon père nous disait toujours, cette phrase de vieux, mon père me disait toujours, heu C'est toi le vieux en fait, c'est pas lui, ça l'a fait. Mon père. je suis passé du côté obscur, là, j'ai eu 40 ans le 24 janvier, c'est comme ça y est, je suis un homme, mon fils, comme Je disait. suis un homme. Non, mais une des notions qui est souvent présente et puis qui se valide souvent, surtout ces derniers temps, parce que j'ai des phases où les gens sont connectés, le monde est petit, je rencontre des gens qui connaissent des gens qui, comme, ou dans une ancienne vie, qui connaissent, comme, etc. Et donc, à chaque fois que j'ai des genres de moments comme ça, j'ai ce truc-là de mon père qui me dit, regarde, partout où tu passes, genre, laisse une bonne image. Mais tout ce que ça englobe dans laisse une bonne image dans nos conversations, c'était de reste toi-même, sois respectueux. C'est comme, euh, soit comme dans le sens présente-toi bien. Tu sais, ils avaient déjà cette notion, il avait déjà cette notion de faire bonne impression, mais tout en restant soi, tu sais, comme dans le sens de euh, tout en se faisant respecter. C'est-à-dire que même si on te manque de respect, bah, comme de montrer ou de te faire respecter, mais de pas être dans de la violence ou de jamais donner le premier coup ou de genre, etc. Ce que je veux dire par là, c'est la notion de, je sais pas plus tard que cette fin de semaine, j'ai été invité à une soirée par une amie. Et puis, pour être dans la notion de papa, bah, c'est comme j'hésitais à amener mon fils parce que c'est une soirée. Et puis, en parlant avec les personnes, ils disaient, ah, ben, il y aura les enfants d'un tel, il y aura les enfants d'un tel. Et puis, j'entends un nom, je fais un tel. C'est comme, vous connaissez un tel? C'est comme, dans le sens, c'est une très vieille amie. C'est quand même quasiment la meilleure amie de la mère de mon fils. Puis, dans le sens, je me dis, à ce moment-là, c'est comme, waouh, le monde est petit et connecté. Et puis, c'est comme, heureusement que j'ai laissé une bonne image à cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est heureusement que tu comme, oh, tu comme, ben, je suis resté moi là, mais c'est comme, si j'avais été un gros enfoiré, si j'avais manqué de respect à cette personne, si j'avais, je sais pas, peu importe, c'est comme là, j'aurais été moins tranquille, moins serein, moins, etc. Donc, c'est vraiment ce truc-là de, regarde, partout où tu passes, sois toi et laisse une bonne image partout où tu passes. Ce qui fait que quand on parle de toi, ben, on parle de toi avec le sourire, on parle de toi avec la bonne humeur, on parle de toi avec le fait que tu sois une bonne personne. Après, je suis pas parfait, on se calme là, c'est comme, mais c'est un des plus gros conseils qui se vérifie avec le temps. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'ai souvent des trucs du genre de le monde est connecté. C'est comme dans, oh, tu connais un tel, oh, c'est tel prénom. C'est comme, je sais pas si toi ça t'arrive souvent, mais moi ça m'arrive souvent. Puis j'appelle ça des genres de moments, genres de moments Sense8. Je sais pas si tu connais la série là. Tu parles du sixième sens, un truc comme ça Sense8, Ah oui, je me rappelle cette série. Oui, oui, je me rappelle de cette série. où c'est des gens dans différents continents, mais qui le savent pas, mais leurs vies sont interreliées, interconnectées à un moment donné dans Ouais. leur vie ou dans leur, etc. Donc c'est dans ce sens-là où c'est genre de moments Sense8. Ils ont arrêté en plus cette série, mais je vois très bien qu'est-ce que tu dis, et puis je trouve que dans notre monde avec le numérique, il y a une façon de se rendre compte qu'on est, on va dire, plus connecté qu'on le pense. Donc tu dis, tiens, il y a des milliards de gens dans le monde et il suffit de dire, bah, de croiser une personne qui connaît une personne. Là, Mm. récemment, j'ai fait une formation, puis il y avait des personnes qui étaient là, puis ils se sont mis en contact après pour se rendre compte qu'ils ont une amie en commun qui est là. Et c'est le nombre de fois qu'on a ça, on va Ouais. dire tous les jours presque, de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai une anecdote par rapport à ce que tu as dit. Heureusement que j'étais bien. C'est comme si je calcule tous mes gestes à un moment donné.
Ça me fait penser à un truc avec mon père, qui lui, sa relation avec au niveau spirituel, c'est dire, bah, je dois être bien parce que si Dieu existe ou les saints existent, ou que j'arrive un jour que je vais au paradis, ils vont voir ça. Je dis, mais tu Ouais. le fais parce que tu as peur de saint, je sais pas quoi, qui va arriver avec une épée, te couper la tête, ou tu le fais parce que ça fait du bien de faire du bien. Tu vois, Ouais. c'est ça aussi, tu le fais d'une façon naturelle. Oui, oui, Donc, complètement. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'après, il faut que ça soit naturel également. Ne pas être dans le contrôle, le calcul, etc. Là, on est dans la mauvaise énergie, puis quelque chose de pas sain. Mais c'est comment naturellement. C'est ça qu'il voulait dire aussi. Puis c'est ça que je comprends avec le temps. C'est comme, c'est aussi dans le, laisse une bonne image. C'est aussi moi avec ma vision d'adulte là maintenant. C'est, hey, Riyad, respecte-toi en tout temps. Dans le sens où que ça soit même s'il y a quelqu'un qui te manque de respect, ne te laisse pas manquer de respect, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si euh, euh, il y avait autre chose qui découle de, par exemple, un deuxième conseil, allez, je vais me permettre une digression. Il disait, par exemple, ne jamais donner le premier coup. C'est quoi, par exemple, s'il y a une embrouille ou se battre, ou etc. Mon père nous a toujours dit, il a jamais eu à se battre dans sa vie. Ce dont peut-être que je conteste, là, je sais pas, j'irai vérifier un jour. Mais c'est j'ai une comme ça preuve, dans le j'ai une sens, preuve. comment? J'ai une preuve. Je Ouais, suis c'est ça. témoin de. C'est ça. Mais tu sais, c'est la notion, pour moi, ça va ensemble. C'est dans le sens de, OK, ne sois pas celui à qui on reproche, mais en même temps, fais-toi respecter. C'est comme, dans mon œil d'adulte, moi, je découle plein de notions de son conseil de laisser une bonne image. C'est c'est ça, d'être soi et se respecter. Tu disais que tu donnais l'exemple de, pour aller au paradis, bah, c'est comme par la peur d'aller au paradis, je vais faire attention à ce que je fais. C'est comme, lui, c'était un peu l'anti ça. C'est comme de, non, respecte-toi, sois toi, laisse une bonne image. Puis c'est comme, ouais, respecte-toi. Je pense que c'est vraiment la notion principale qui ressort pour moi dans ma tête. Comment as-tu évolué personnellement grâce à ton rôle de papa? Oh, comment j'ai évolué personnellement dans mon rôle de papa? Pas dans ton rôle de papa. C'est comment toi, personnellement, ton, disons, Riyad, Ouais. a évolué grâce au rôle de papa. Moi, j'ai une déformation professionnelle. J'ai fait un peu du coaching, j'ai fait un peu de PNL, de quelques outils ce soit d'intelligence émotionnelle, de communication non violente, etc. Ce que je veux dire par là, c'est la notion de développement personnel m'aide beaucoup à ramener ça à moi, dans le sens de qu'est-ce que l'autre me fait vivre ou en quoi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Moi, je crois beaucoup que l'autre est notre miroir, autant que n'importe quel être humain. Mon fils est mon miroir, dans le sens où ce que je vois chez lui, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Je te dirais que c'est comme au quotidien, c'est une genre de formation en coaching, en développement personnel au quotidien, dans le sens de, mais pourquoi ça m'agace qu'il aille faire cette chose, comme, et puis qui des fois, ça vient m'énerver, et puis ça vient me chercher au plus haut point. Mais dans le sens où la notion de coaching à laquelle je fais appel, c'est j'ai pas à lui reprocher d'être qui il est en fait. Il est lui à ce moment-là. Maintenant, c'est moi comment vis-à-vis de l'autre, donc mon fils à ce moment-là. Je te dirais que c'est une genre de, au quotidien, c'est un genre de travail là-dessus. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, là, je suis pas un maître sagesse ultime, mais je te dirais que c'est ça, c'est le rapport avec l'autre. Parce que j'essaye de voir mon fils comme un genre de partenaire. Là. C'est comme, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, je suis pas, etc. Donc c'est dans le sens de, c'est un être humain à part entière. Et donc c'est dans cette notion-là, c'est de, je te dirais, ouais, c'est vraiment ça. Je sais pas si j'arrive à le formuler bien comme il faut, mais c'est ça, c'est me ramener à moi l'être humain que je suis et que je veux être, en fait, tout simplement. Il me ramène beaucoup à ça, je te dirais. Puis moi, c'est quelque chose qui me drive au quotidien. Tu sais, bon, on se connaît aussi à Bib, j'ai ce côté un peu de réflexion toujours de okay, en quoi c'est bon pour moi, ou comment je peux m'améliorer, ou qu'est-ce que c'est venu me chercher, ou c'est comme quelle émotion c'est venu chercher, telle chose, telle chose. Je te dirais que c'est ça, c'est une genre de formation accélérée en développement personnel, un enfant, je pense. Non, tu vois, je parle pour moi. Moi, j'ai un côté un peu comme toi et je te comprends très bien par rapport à ça, de certaines choses où je trouve que bah, on a trop conscience de soi, c'est un peu à chaque fois tu dois tout analyser, mais en réalité
c'est pas juste de l'analyse, c'est que tu prends du recul. Tu vois, tu es conscient parfois, tu fais des choses qui peuvent être excellentes, des choses qui peuvent avoir l'effet inverse ou des interprétations. Pourquoi ça m'énerve, nombre de choses. Pourquoi ça vient me chercher profondément. Donc, Mhm. récemment, il s'est passé un truc qui est juste sur une interprétation. Je suis allé très profond dans mes propres réflexions, auxquelles j'étais surpris d'aller aussi profond dans mes réflexions. Et la Ouais. personne, tu le sais très bien, on ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer nous. Là, Mhm. sur nous-mêmes, notre façon de voir les choses, notre façon de se comporter, c'est là où on a le plus de pouvoir. Au lieu de passer notre temps à modifier le monde, mais on Mhm. se modifie nous, mais en se modifiant nous-mêmes, que le monde se modifie aussi. Mhm. Donc c'est ça que je trouve intéressant. On lieu de toujours dire, bah, fais comme si, puis toi, tu fais complètement l'inverse de ce que tu dis. Mhm. Souvent, il y a des gens comme ça. Mais je te rejoins complètement avec ce point-là, parce que je trouve qu'on a ce point commun de dire, bah, et on va prendre de la hauteur, on va prendre un recul, on va aller peut-être pas descendre en profondeur sur nous-mêmes. Mhm. Pour dire, bah, est-ce que je peux être mieux? C'est venu chercher pour quelle raison? Mhm. Puis quand on connaît la raison, bah, on shift, on ajuste, puis on s'adapte, puis on avance. Mhm. Moi aussi, je suis pas en fait parfait. On est des êtres humains, mais au moins on a peut-être cette intelligence de dire oh, il y a un truc qui s'est passé. On va regarder ça, puis on voit comment on peut faire mieux. Oui, complètement. Puis après, il y a aussi des moments où quand tu parlais, je pensais à quelque chose dans le sens où moi, ça m'arrive très peu de fois par an, mais il y a des moments où je craque complet. Dans le sens où, quand je dis je craque complet, c'est-à-dire de lever le ton. C'est comme, euh, et puis là, comme si je parlais à un être humain de mon âge, et puis c'est comme non, mais là, ça suffit. Non, mais là, c'est comme, pour qui tu te prends? Tac, tac. C'est rare, ça arrive peut-être 2, 3 fois par an. C'est comme, c'est comme, je parle de, genre vraiment là, mais c'est ça aussi, pour moi, la relation de papa, c'est, OK, c'est mettre mes limites. C'est qu'à un moment donné, c'est OK que je m'emporte des fois ou c'est OK que je m'énerve des fois. On s'entend pas au quotidien, sinon ça serait pas agréable, ne serait-ce que pour moi et pour lui. Mais c'est aussi, ça vient me chercher dans l'affirmation de l'homme que je suis ou les valeurs que j'ai c'est comme, je suis un être humain avec mes failles aussi. C'est comme dans le sens de, mais j'avais vraiment en tête ce genre de truc en 8 ans, ça a dû m'arriver peut-être 3 fois. C'est comme, mais de, comme si je m'engueulais face à quelqu'un de mon âge et à un adulte. Là. Je sais pas si c'est quelque chose qui a pu t'arriver, là, mais je suis plus dans le rôle de papa. Là. Je suis un être humain qui engueule un autre être humain et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je le vois très bien. Puis j'ai différentes expériences similaires on va dire, à tes expériences à toi aussi. Mais il y a un déclic à un moment donné qui m'est venu pour réaliser que tu es pas en train de parler avec quelqu'un de ton âge. C'est une fois où on était dans un chalet en famille, puis mes enfants petits, j'ai la remarque de mon fils Siméon à l'époque qui me dit, c'est quoi ça, papa, accroché sur le truc? Puis tu regardes, c'est le téléphone où tu fais zut, voilà, eux, Mhm. ils connaissent pas ces trucs-là. Bien Puis sûr. ce moment-là, je me dis, tiens, il y a des choses où nous, on a des références qui nous semblent très normales. Ça fait partie de notre vie, tandis que nos enfants, c'est pas du tout le cas. Et à des moments, tu peux sentir que certaines discussions, tu vas essayer de lui faire comprendre 40 ans de ta vie d'expérience à un enfant de 8 ans ou un enfant de 10 ans, et que lui, monter à 40 ans d'expérience, c'est très difficile, tandis que toi, descendre à 8 ans, descendre à 10 ans, descendre à 12 ans, c'est beaucoup plus facile Mhm. d'avoir, en fait, de descendre de niveau. Je comprends. Ça rabaisse pas ton ego, mais au moins il n'y a pas d'ego en fait, de toute façon, dans ce genre de situation, mais c'est au niveau de la communication. Donc, tu n'es plus en face de quelqu'un d'adulte qui a le même niveau de ton expérience, Mhm. de Mhm. qui tu attends, qui en fait réagissent ou pensent comme toi, même à la vitesse de toi ou avoir les connaissances que toi tu as, dis ok, bah là, moi, je vais redescendre d'un niveau et puis je vais essayer d'ajuster. Ça prend de l'énergie aussi de descendre d'un Bien niveau, sûr. de Bien sûr. s'ajuster ou autre, mais c'est beaucoup plus facile pour nous en tant qu'adultes parents Bien que sûr. de faire l'inverse. Donc, tu vois, c'est ça parfois où je te rejoins sur certaines de tes expériences. Moi, c'est le déclic que j'ai eu une fois par rapport à comment communiquer avec mes enfants, d'arrêter de les regarder comme Ouais. les adultes qui ne sont pas, mais qui sont à devenir. Oui, oui, oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. As-tu eu des moments de doute dans ton rôle de papa? Oui, forcément.
Quand tu dis doute, ça veut dire dans le fait de bien faire ou pas bien faire, ou d'être fait pour ça ou pas, ou en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Oui, Qu'est-ce que tu entends par là? Mais oui, bien évidemment. Beaucoup moins maintenant, parce que on va dire que ça va, s'il a 8 ans, etc. Puis de toute façon, bah, la vie, c'est des cycles. Là. Ça va sûrement revenir à des moments. Euh, Tu pourras certainement me confirmer ça, vu que tu as des enfants plus âgés. Mais oui, oui, forcément, j'ai déjà eu des doutes de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, ou est-ce que... Pas la notion que je suis un bon père ou pas un bon père. Ça, là-dessus, ça va. Je suis assez OK avec ça, dans le sens où ça vient sans manuel. Donc, de toute façon, ça vient avec mon manuel à moi, et mon éducation, et puis mes valeurs, etc. Mais ouais, forcément, on a des doutes. Est-ce que je lui offre la meilleure vie possible? Est-ce que je l'occupe assez? Euh, Est-ce que je suis assez là pour lui, pour l'écouter? Je dirais que ce serait plus ça les doutes que je peux avoir par moment. parfois je me demande si c'est vraiment des doutes ou des questionnements qu'on se pose pour attirer en fait notre attention. Notre inconscient nous pousse à poser des questions pour attirer notre attention à certaines situations auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, et moi, à ce moment-là, j'appelle, c'est un doute. Est-ce que je lui offre assez, comme je prends des questions, est-ce que je suis assez présent? Mais là, si je me pose cette question, si on part un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans les réflexions, en disant, mais est-ce que je suis trop au travail? Est-ce que je les écoute? Je passe du temps avec eux? Puis, comme si mon inconscient a détecté quelque chose, Mhm, dire, hey, écoute, toi, il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que si tu te poses cette question-là, est-ce qu'il y a une raison mhm. pour son existence, ce genre de question? Non, ouais, Là, je complètement. dis, ah, bah, tiens, bah, je vais peut-être faire plus d'activités avec eux, puis voir ça. Tu vois, ça te permet de prendre de la hauteur et de revoir la situation, ta propre vie, en fait. C'est comme Mhm, prendre la hauteur, tu regardes ta vie, puis ça te permet de dire, oh, bah, cette question, peut-être elle existe parce que mon inconscient a reçu plein d'informations mhm. et qui me dit, eh, cette question, peut-être ça vaut la peine que tu te la poses et peut-être trouver une réponse. Non, ouais, complètement. Puis, moi, je suis convaincu que, comme on disait juste avant, les notions de coaching ou de réflexion qu'on peut avoir un peu en commun, je te dis, moi, la notion qui va être présente me ramène, c'est ça, ça va être le questionnement interne, ça va être ça, ça va être, OK, en quoi ce mot-là, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est quoi dans ma vie que je dois changer ou je dois mettre en place, ou qu'est-ce qui fait que je suis pas confortable avec ce mot-là à ce moment-là? Si on parle de présence, par exemple, c'est OK, est-ce que je suis présent dans ma vie? Est-ce que je suis présent dans la vie de l'autre qui est en face de moi? Ou est-ce que c'est comme ma présence? Je ne vais pas trop partir dans les trucs ésotériques là, mais c'est comme OK, ben c'est quoi ma présence dans ce monde-là? C'est comme, pas à chaque seconde non plus, on se calme, c'est pas une remise en question à chaque minute de la vie là. Ah, mince, qu'est-ce que je viens de dire là à l'instant Ouais, déjà? c'est ça, on va se calmer. Mais non, mais comme moi, je fonctionne de manière très instinctive et puis très spontanée. C'est dans le sens c'est-à-dire spontanément, là, c'est quoi cette notion? Qu'est-ce qu'elle m'évoque pour moi, ma vie à moi, dans ma relation de papa ou dans la relation avec mon fils, mais aussi dans ma vie à moi. Parce que je pense qu'aussi le rôle de papa, et puis autant hein, avec des amis ou une amoureuse, ou je sais pas, peu importe, ça vient nous questionner sur nous et notre. Papa Riyad, euh, quelle qualité admires-tu le plus chez ton fils? Quelle qualité? J'hésite entre deux. Le premier, je dirais sa capacité à faire ça dans le sens d'être dans sa bulle et faire sa vie. Euh, c'est ça, être dans sa bulle et faire sa vie. Et ne pas se soucier du regard des autres ou des gens ou choses comme ça. Dans le sens où, c'est ça, j'ai un enfant qui a des besoins particuliers, puis qui parle pas. C'est comme, c'est ça, il est pas dans la parole, on va dire. Il communique d'une autre manière. Donc, ce qui fait qu'il est comme beaucoup dans sa bulle et puis faire ce qu'il veut, faire ce qu'il a envie. Comme, il m'apprend beaucoup la notion de pas attendre. C'est dans le sens de, il n'y a pas de validation à attendre de la part de personne. S'il a envie d'aller jouer avec la poignée de porte pendant 10 minutes et faire un bruit qui me gosse, bah, c'est comme, il va le faire. C'est comme, je te dirais que c'est le plus gros apprentissage.
Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir là qui te fait, un moment qui t'a fait, on va dire, rire, toi, c'est un moment que tu trouves ça génial que tu as passé avec ton fils? C'est plus quand il était bébé, ou les premières années, on va dire. Moi, je suis un papa très, enfin, j'essaye d'être dans l'humour, de le faire rire, de l'embêter, on va dire, le titiller un peu, là. Je pense que c'est mon rôle aussi. Je pense que c'est le rôle de tous les papas. On doit embêter nos enfants. Pour, Dans nos gènes. comment? C'est dans nos gènes. Ouais, c'est ça, c'est dans nos gènes, exact. Ben, il aimait beaucoup. Moi, j'aimais ses phases de fou rire, et puis je pense que c'était ça aussi nos moments de complicité à nous, c'est que je venais l'embêter puis lui faire des chatouilles un peu partout. Euh, euh, je dirais que c'est ces moments-là de rire et de fou rire et de voir qu'il aime ça, euh, et de voir que ça, c'est ça, de voir que ça le fait rire, que ça l'amuse. Je te dirais que c'est ouais, un des souvenirs qui me vient en tête. Mais je dois en avoir plein d'autres, hein, parce que je l'embête beaucoup. Donc, mais beaucoup la notion de rire ça va être beaucoup dans la notion de le faire rire ou lui faire des petites blagues ou comme choses comme ça. Ça va être mes moments de complicité ultime là. Je dirais que ça serait ça. Je suis curieux de savoir l'histoire derrière le prénom de ton fils. Oh, euh, l'histoire derrière le prénom. Ilian, donc c'est Ilyan. Euh, Prénom d'origine musulmane, qui a été beaucoup donné dans les pays de l'Est, qui est beaucoup donné, voilà, ça qui est beaucoup donné dans les pays de l'Est. L'origine, en tout cas la signification, c'est rapport avec le divin, qui provient du divin, c'est la signification. Et je te dirais que comme tout parent, à un moment donné, on part à la chasse au nom, là, et puis comme, on va sur Google, et puis on sort des listes et des listes, et puis on voit les significations. Puis celui-ci est apparu, et puis ça a été comme un oui. C'est comme, oh, celui-là, il est beau. C'est bon, on arrête de chercher, ça va être ce prénom. Dans le sens, c'est comme, ouais, c'était comme d'une évidence. Je te dirais qu'il est venu à nous, ce prénom-là est venu d'une évidence, et puis ça a été comme, pas de tergiversation. Oh, c'est bon, ça va être ça. Et puis la signification était belle. Toi, tu es passé par Google, en fait, pour ça? Pour Ouais, voir. ouais. Donc, Ouais, là, si tu dois chercher un prénom, est-ce que tu passerais par ChatGPT pour ça? non. Non? Non, non, ben, j'irais peut-être valider ou confirmer certaines choses, mais j'irais plus avec un prénom symbolique ou ouais. Non, je passerai pas par Google. Non, j'irai chercher dans mes ancêtres peut-être. Je sais pas. Un vieux prénom que j'aime bien. Ouais, Non, hein? il y avait une famille comme ça où les enfants, le papa les a nommés avec de vieux prénoms qui n'existent plus, toi, des années 1500, un truc comme ça. Ok. Et les enfants vivaient avec ça. Je pense que la majorité, quand ils ont eu leur majorité, ils ont tous changé leur prénom. Donc, ils ont fait une demande de changement. Parce que Ouais, lui, il a construit toute une famille royale bon, avec le prénom. c'est ça. C'est un peu difficile parfois avec ça. Ouais, non, il y a des vieux prénoms qui sont très lourds à porter, là. C'est comme, non, non, non. Ou qui sont durs à dire. C'est comme, ne serait-ce que ils étaient dans comment dire, des, pour moi, ça illustrait la dureté de la vie de l'époque aussi, là, certains noms. C'est dans le sens de, Oui. ne serait-ce qu'un nom est dur à dire, c'est comme, il y a quelque chose dans l'histoire qui, C'est pour ça que j'aime l'histoire en fait qui sont derrière les prénoms pour essayer de deviner un peu. C'est quelque chose que je demande à mes clients de, de dire le nom de votre entreprise, c'est quoi? Certains noms sont juste les prénoms de leurs enfants qui ont construit ce nom-là parce qu'il y a l'attachement familial. Toi, les noms des entreprises n'est pas uniquement juste inventé comme ça. non. Souvent, c'est les prénoms liés à la famille et là, tu peux découvrir le lien familial ou l'importance de la famille, une valeur importante chez le dirigeant de cette entreprise ou pas, ce qui n'est pas le cas Mhm. de tout le monde, mais au moins pour certains avec qui je discutais, c'est une des choses que je demande. Et Ok. j'ai un jeu de brise-glace aussi que j'utilise dans laquelle j'ai une question que je pose. Si tu dois changer ton prénom, c'est lequel choisiras-tu et pourquoi? Et ça, c'est assez marrant parce qu'il y en a, là, je dis, bah non, mais moi, je suis bien attaché.
à mon prénom, mon identité, mon histoire. D'autres, ah, bah, j'aurais aimé ceci, c'est très lourd à porter. Et là, tu peux découvrir plein d'autres histoires non dites à ce moment-là. C'est-à-dire comment Mhm. tu vis quelque chose qu'on t'a donné. Tu Mhm. n'avais pas le choix, en fait, de ça. Tu Bah vis non. avec une transmission d'un nom ou autre. Est-ce que tu le portes bien ou pas? Bien sûr. Est-ce que tu connais le sens de ton prénom? Bah, peut-être ça va te plaire. On va dire, ah, je suis content avec le mien. Mhm. Non, non, complètement. Moi, je suis très à l'aise et confortable et j'adore mon prénom. J'ai failli m'appeler Jonathan. C'est comme pour rien au monde. J'aurais voulu m'appeler Jonathan. Mais pour jouer au jeu du brise-glace, Oui, instinctivement, moi je suis très famille, je suis très attaché, et puis je, comme, enfin, voilà, je suis très attaché à ma famille, et puis j'ai une grande famille. Instinctivement, je pense que je choisirais, si je dois changer de prénom, je choisirais le nom de mon père ou de mon grand-père, vraiment. juste histoire de perpétuer un peu les traces Les traces. des Nous, ancêtres. c'était ça dans notre famille. C'était Habib Hanna, Habib Hanna. Toi, c'était comme. Ok, Donc, ok, mais c'est pour ça, dans la famille, tout le monde, c'était comme obligé d'être. Mon père, il a, on va dire, des enfants. Il y a Hanna, mon frère, et Habib. Donc, ok. c'est moi, j'ai brisé, en fait, la suite des choses. Donc, C'est j'ai clair, c'est appelé ça, là. Je veux exact. dire, à un Non, moment mais donné, il faut arrêter les trucs. ouais, bah ouais. Non, mais tu sais, c'est marrant parce que moi, tu sais très bien que je suis bah, dans le sens des fois, je suis connecté puis je vois des signes là. Oui, Mon côté bizarre des fois. Mais par exemple, le nom de mon fils c'est Ilian, donc à la fin Y-A-N. oui. Mon petit frère s'appelle Yanis, Y-A-N-N-I-S. Ah, Tu vois? c'est Et très- lui, il a appelé son fils Eyad, dans le sens où E-Y-Y-A-D, qui est la fin de mon prénom AD. Et pour la petite histoire, quand j'étais petit, mon petit frère qui savait pas rouler les R comme tous les enfants à des moments, Riyad, il disait Pabo Eyad, Ouais. genre pour dire Riyad. Et il a appelé son fils Eyad. C'est comme, des fois, on veut ne Ah, pas voir des signes, mais c'est comme, des fois, il y en a qui trompent pas. mais on l'a dit très bien, tu vois, c'est les choses de comment toi tu les perçois, c'est lié à ce que toi tu as aussi envie de vivre. Puis c'est bien de les exprimer, de voir les connexions que tu peux avoir. Je regardais un documentaire sur les pyramides en disant bah, comment trois civilisations sur trois continents différents ont construit la même chose avec une connexion en fait avec ça. C'est que pour le voir, il faut prendre de la hauteur. Pour le voir, parfois, tu vois, il faut ou bien faire l'inverse, descendre aussi en nous, parce qu'en nous, on a beaucoup de choses. Et, toi, j'aime ton côté de toujours trouver la connexion, le signe qu'on fait. C'est au-delà juste de voir juste les choses au bout de son nez uniquement, de voir un peu plus loin et plus profond. Plus Ouais, ouais, profond. complètement, complètement. Bah, pour faire du pouce sur ce que tu dis, de voir plus loin, c'est-à-dire ne serait-ce que, voilà, je l'ai évoqué rapidement, mais comme dit, moi j'ai un enfant qui a une maladie génétique avec des besoins particuliers et puis une certaine, on va dire certains, etc. C'est le signe que moi, dans le sens où j'ai pas eu cet enfant pour rien. C'est sûr que c'est le côté spirituel, mais c'est le côté de j'ai assez de résilience pour avoir cet enfant, j'ai assez de résilience pour comme, être là au quotidien pour lui, et puis voir le positif et puis pas le négatif, même s'il y a des moments, il y a de la difficulté, il y a des hospitalisations, il y a des, etc. Ça fait que la signification est que, et puis nous, dans nos origines, et puis bon, je ne suis pas forcément un gros pratiquant de la religion musulmane, mais confession musulmane, éducation musulmane, dans le sens où il y a une des choses qui est dite, c'est qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est mise sur notre chemin qu'on est capable de ne pas surmonter. Donc, c'est dans ça aussi que ça va m'aider de voir ces signes-là et puis et de voir les symboliques, surtout, en tout cas. Quelle valeur ou quel principe est important pour toi en tant que papa? Ou en tant que Riyad aussi. Papa Riyad, les deux. Ben, en tant que Riyad, c'est le respect. Ouais, ça, c'est la valeur respect. C'est un truc, c'est le. Si je vois un manque de respect, que ça soit même pour moi ou pour les autres, envers quelqu'un d'autre, ça, c'est le truc qui me fait réagir et qui me fait comme non, ça, je laisse pas passer. La valeur respect. Et en tant que papa, l'une des valeurs, ça serait, je te dirais, le côté autonomie, mais dans le sens de autonomie d'agir et autonomie de penser. C'est-à-dire de le laisser dans cette autonomie d'agir et d'autonomie de penser. Ça va être les valeurs
il a le droit de penser ce qu'il a envie, puis il a le droit d'être qui il est, et puis bon, c'est sûr qu'il y a un cadre, moi, de valeur, ou ouais, une certaine fenêtre là, mais ouais, de le laisser agir comme il a envie d'agir, de pas être contrôlant, de pas être, enfin, dans le contrôle. J'ai pu l'être à des moments où je peux l'être encore à des moments, mais c'est quelque chose que, ok, t'as envie de faire ça ou t'as envie de ça, c'est comme, vas-y, go. C'est ton envie. T'as de le laisser dans son autonomie c'est ça. Ouais. D'être et d'agir. Quel est le conseil que tu aimerais donner à ton enfant pour appliquer en fait à sa vie? Est-ce que ce que tu viens de dire là, ou tu as un autre conseil de dire, écoute, mon fils, voici ce qu'on m'a appris, fais ça, ou un conseil qui vient de toi directement? Je vais y aller avec un conseil qu'on m'a peut-être jamais donné, mais que j'ai appris sur le tard. Oui, fais attention aux autres, dans le sens de bienveillant, etc. Mais n'oublie jamais que tu es ta propre priorité, dans le sens de ne pas se soucier du regard des autres. C'est-à-dire de faire ta vie sans faire attention au regard des autres. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu entendre un peu plus tôt, on va dire. Toi, en tant que papa, quel conseil donnerais-tu à des futurs papas ou à des papas à devenir? S'il y a ne serait-ce qu'une petite once d'envie ou de désir d'être papa ou de faire un enfant, c'est de ne pas attendre d'être prêt. Parce que finalement, on sera jamais prêt, en fait. Ça te fait rire. On a parlé longuement. Pour ceux qui arrivent à ce moment de l'épisode, il faut écouter le début, tout ce qu'on a dit. Oui. Être Parce prêt. que, ouais. Ouais, ouais. Mais dans le sens où, pour moi, j'ai une vision des enfants qui est, je sais pas si tu connais, c'est le prophète de Khalil Gibran. Oui, Il y a une notion qui dit à un moment donné, euh, les en- nos enfants ne sont pas nos enfants, ils appartiennent au monde. Et puis pour moi, il y a une notion de, il y a quelque chose de mystique pour moi avec les enfants, sans ramener ça trop dans le truc spirituel, etc. C'est pour moi, les enfants naissent dans une famille, c'est pas pour rien également. C'est comme pourquoi, parce que moi j'ai été père ou de mon papa, enfin enfant de mon papa, ou pourquoi moi c'est comme cet enfant né dans cette famille-là. Tu sais, et puis dans le sens où ils viennent à nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens de les enfants viennent à nous, c'est pas nous qui choisissons. Tu sais, souvent je donne des exemples de, il y a des parents, il y a des couples qui essayent d'avoir des enfants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'y arrivent pas. Et puis ils passent par des recours, des techniques, ok, on va faire comme, ils n'y arrivent pas. Et puis t'as le total inverse, il y en a qui en veulent pas, et puis enfant par accident. Tu vois, comme, pour moi, c'est l'exemple typique il y a quelque chose de mystique dans la procréation. Et puis, comme, pour finalement, c'est pas nous qui choisissons. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on a un enfant avec telle maladie, ou en santé, ou avec tel problème, ou etc. C'est, ouais, il y a vraiment quelque chose de mystique. Je t'ai dit, j'ai tellement d'exemples de couples qui essayent d'avoir des enfants et puis qui n'y arrivent pas. Alors que pourtant, la nature humaine, on sait comment faire des enfants, tous. Sans rentrer dans le détail. Mais dans le sens de, c'est pas dans un chou? moi, je croyais que c'était les tomates, non? Ou dans les oliviers. Tiens, Dans les pour oliviers. amener, pour amener Et ça. après, tu secoues, puis C'est la petite noix des, des olives pas dénoyautées. tu sais, tu as mentionné Khalil Gibran. C'est d'ailleurs ce que tu as mentionné ici, c'est que tes enfants, en fait, nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de la vie. Ouais. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé dans le deuil de mon troisième, en fait, enfant. Et ça, c'est en lisant cette phrase-là, ça m'a permis comme de prendre, comme de faire un détachement, pas le détachement d'un papa qui vient de perdre, toi, on va dire un enfant. C'est de dire, bah, c'est comme c'est les enfants de la vie, c'est comme moi, c'était le véhicule pour en fait, cet Mhm. enfant-là. Ça Mhm. me permet de voir aussi mes enfants d'une autre façon, de ne pas les voir comme une possession qui Mhm. m'appartiennent pas. Je les possède pas. Toi, c'est Non. pas, c'est mes enfants. Ils sont en fait comme une continuité de la vie. Je suis là pour que eux aussi, on va dire, ils s'éclatent, ils avancent et ils vivent leur vie. Mais tu vois, ce moment-là, ça me permet de dire, bah, c'est pas ta possession.
Par contre, tu as un rôle à jouer dans leur évolution, dans leur, euh, dans leur chemin pour grandir et aller aussi jouer le rôle. Donc, moi, cette phrase-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé à euh, faire comme un déclic de deuil, de passer à travers ce moment-là qui était un peu difficile aussi pour nous. Puis pareil, c'était aussi c'est un moment où j'avais plein de questionnements, un peu comme, tu vois, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on a tout fait pour? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu vois. Mhm. Certains moments, ils reviennent encore là, Ok. mais de dire, tu vois, la technologie aujourd'hui te permet de faire beaucoup plus que de choses avant. Donc, mais ça m'empêche de que parfois j'ai dû dire, ah, on aurait dû utiliser ça, mais j'oublie que, ah, mais elle vient d'apparaître, toi, elle n'existait pas à ce moment-là, en tout cas. Mhm. Ouais, non, Donc, bien sûr. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Puis, quelque chose qui m'évoquait quand tu parlais, c'est la notion d'amour inconditionnel. C'est ça aussi que ça amène un enfant. Dans le sens de quand je dis inconditionnel, c'est moi, il y a quelque chose qui me surprend à chaque fois que je rentre chez mes parents, par exemple. Bon, une fois par an, j'essaie d'aller les voir. Je retourne dans ma maison d'enfant, puis dans ma chambre d'enfant avec quelques cadres ou quelques photos qui sont encore là. Mais ce que je veux dire par là, c'est la notion de quand j'arrive, je sens que je suis leur enfant. Dans le sens où euh, ma mère va dire à mon père, eh, tiens, va préparer le lit. Est-ce que le lit est fait? Mon fils, est-ce que tu veux un café? Ok, t'es là une semaine, genre, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse à manger? C'est comme, tu, tu, tu vois ce que je veux dire dans la notion d'amour inconditionnel, c'est que quand l'enfant est là, c'est comme, bah, on lui donne le meilleur de ce qu'on peut donner, mais dans le care, dans la bienveillance, dans le don. Là, quand je dis inconditionnel, c'est le don sans calcul, ouais, c'est fait avec le cœur, quoi. alors, Riyad, tu avais la dernière question pour finir cette heure qu'on vient de passer ensemble. Je t'avais demandé en fait d'aller voir le site de conseil de Papa Ab, voir quel conseil t'as touché, t'as inspiré. Ah, c'est pas un conseil que moi j'ai envie de donner, qu'on m'a peut-être pas donné, ça peut? Tu peux, s'il y en a un qui t'a inspiré en disant j'ai lu ça, puis ça m'a inspiré ça. Ouais, bah, c'est vrai. Je t'enverrai la chanson en question. Comme ça, Oui. tu verras. Il nomme en tout cas, la notion, c'est que la haine de l'autre ou de quelqu'un, c'est en fait de l'amour déguisé. Et j'aime beaucoup cette Hmm. notion dans le sens où passer par un sentiment de haine, c'est que forcément il y a eu de l'amour ou il y a eu comme un sentiment positif avant ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le conseil que moi ça m'évoque et puis que je voudrais donner, par exemple, à mon fils et aux enfants du monde, si je peux être ce prêcheur, euh, dans le sens, euh, on a beau parler depuis tantôt le côté philosophique, ramener à soi, le côté spirituel, mais n'empêche qu'on est en connexion et puis en interaction avec les autres au quotidien, que ce soit des collègues, des amoureux, des amis, la famille, etc., etc. Donc c'est comme si quelqu'un te fait du mal ou si tu vois que quelqu'un euh, t'envoie de la haine, déjà de un, moi ça serait de comme toujours voir avec le regard de l'amour. C'est-à-dire quand je dis de l'amour, c'est de oh, c'est un genre d'amour déguisé qui m'envoie. Et puis finalement, c'est à lui qui fait du mal, mais pas à toi. C'est à lui qu'il est en train de se faire du mal. C'est à lui qu'il est en train de faire du mal. Et donc, ça pourrait ramener la notion principale de ne jamais prendre les choses personnelles et puis de toujours regarder avec un regard d'amour les autres. On arrive Oui, à la fin. Papa Riyad, Habib. merci beaucoup pour ton temps, ton partage et ta franchise aussi de montrer des situations que parfois on n'a pas peut-être envie de montrer aux autres dans la vie de tous les jours. Et je pense que en tant que papa, on vit des moments géniaux comme des moments de doute, des hauts, des bas. Mhm. C'est notre vie aussi, beaucoup de questionnements. Donc merci d'avoir partagé un peu ce petit moment de ton histoire de papa. J'espère que tu as eu du plaisir aussi à passer ce moment avec moi. Oui, beaucoup de plaisir. Assez naturel et spontané. Et en tout cas, bravo pour le podcast que tu fais. C'est beau et je pense que
de plus en plus de montrer ou d'avoir accès à ce genre de discours de papa et puis de discours, on va dire, un peu plus authentiques, montrer sa vulnérabilité ou montrer ce qu'on vit au quotidien. Je pense que le monde en a besoin aussi de montrer cette nouvelle. J'amène ça aussi dans le sens de montrer de plus en plus cette nouvelle masculinité-là. C'est qu'on le veuille ou non, je l'associe à ça aussi. Quand je dis masculinité, c'est le rapport de l'homme avec la paternité, ou le rapport de l'homme avec la femme, etc., etc. Et je pense que c'est aussi un peu ce que tu veux faire un peu sous-jacent là. Donc, bravo pour ça. Bah, merci beaucoup. Je vais te laisser partir, passer ta journée tranquille, profiter que ton fiston est à l'école pour prendre un peu de Oui, temps pour toi. exactement. Euh, Merci. Merci encore pour ton moment, puis je te souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup, Habib. Clap de fin.